Bonsoir, on va laisser les derniers s'installer. Donc bonsoir à tous, bienvenue au Maïf Social Club pour cette nouvelle conférence La Ruche qui dit oui sur la nourriture des bébés. Hélène, avec ses invités, va donner, j'imagine, quelques astuces pour bien nourrir son enfant. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui découvrent le Maïf Social Club ce soir, c'est un lieu voulu par la mutuelle de la Maïf à dominante culturelle. Nous fonctionnons par thématique. Actuellement, c'est la mobilité avec une exposition que certains ont pu déjà découvrir en bas et toute une programmation de conférences et d'ateliers. C'est un lieu gratuit, ouvert à tous. Nous pourrons en rediscuter à l'issue de cette conférence, puisque nous vous offrirons un verre. Nous pourrons continuer d'échanger sur cette thématique de la conférence et également sur le lieu. Nous pourrons vous présenter, mes collègues et moi-même, la programmation et la façon de s'inscrire pour venir participer ou découvrir ce lieu. Pour le moment, je vous souhaite une bonne conférence et laisse la parole à Hélène. Merci Estelle. Bonsoir. On est content de vous retrouver parce qu'on ne s'est pas vu depuis le mois de juin. Donc aujourd'hui, la thématique c'est quelle alimentation pour nos enfants, pour nos bébés, pour nos petits-enfants. Voilà qui est une question qu'on se pose tous quand on est parents à un moment donné ou à un autre. Donc on va parler alimentation, enfants, diversification, bébé, culpabilité, brocoli. Et puis on ira même jusqu'aux ados pour terminer, pour donner une ouverture sur la suite. Et donc nous avons ce soir trois invités. C'est amusant parce qu'on a trois invités qui sortent un livre chacune cette semaine. Donc c'est voilà, grosse actualité, grosse coupe. Donc nous avons Laurent Sora, qui est psychologue nutritionniste et qui ne parle ni régime, ni rigueur, ni diète, mais qui propose une approche plutôt psychologique aux enjeux alimentaires. Nous avons Laura Anaert. Bonjour. Qui est créatrice du blog Maman Chef et auteure de nombreux livres, dont le prochain, Petit gourmet en cuisine, sortira le 17, c'est donc demain. Oui, c'est demain aussi. Je travaille le pratico-pratique, donc la cuisine. Donc Laurence, Laura, je vais donc me tromper dans les prénoms assez rapidement. C'est habituel. Voilà. Et donc nous avons ensuite Claude, qui est Claude Didier Jean Jouveau. Voilà. Compliqué, je sais mon nom. Donc juste Claude. Ce soir, on va faire intime. Et donc qui est animatrice de la Leche League France. Donc la Leche League, c'est une association qui accompagne les mamans qui allaitent ou qui souhaitent allaiter. Et qui a aussi écrit de nombreux ouvrages, dont le dernier sortira jeudi, et c'est l'allaitement de A à Z. Voilà. Donc on va commencer par à peu près 45 minutes d'échange un peu guidé avec nos trois intervenantes. Et puis après, l'idée, c'est vraiment de répondre à votre question et d'essayer de vous éclairer sur ce vaste monde qu'est l'alimentation des enfants. Alors on va peut-être commencer par des questions comme ça, un peu en vrac et notamment par le tout début de l'alimentation des enfants et de l'allaitement. Et même avant l'allaitement, voilà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est mieux nourrir ses enfants, ça commence à la naissance et même avant la naissance et pendant la maternité. Est-ce que c'est vraiment important de bien se nourrir lorsqu'on est enceinte ? C'est moi qui commence ? Oui, les trois diront oui, mais on va vous laisser prendre la parole, oui. Je dirais oui, effectivement, bien sûr. Mais je pense que c'est... Comment dire ? Il y a aussi tout un... Et dans toutes les cultures, hein, il y a toujours eu des tabous alimentaires ou des injonctions alimentaires quant aux femmes enceintes et allaitantes. Et nous, on n'échappe pas non plus. Hein. Elles sont peut-être différentes de celles qu'on trouve à Madagascar ou à La Réunion ou en Amérique latine. Mais il y a quand même aussi beaucoup d'interdits. Vous les connaissez. Hein, pas forcément, hein, on est là pour... Ouais. Oui, enfin, il y a l'histoire des fruits de mer, il y a l'histoire des fromages au lait cru, il y a l'histoire du zéro alcool, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont interdites aux femmes
pendant qu'elles sont enceintes, et ça n'a pas toujours été le cas chez nous, en tous les cas, ces trucs-là, c'est récent, enfin relativement récent. Et c'est vrai qu'il y a des femmes qui, comment dire, qui attendent avec impatience la fin de la grossesse pour recommencer à manger ce genre de choses. Et si on part justement sur l'allaitement, qui croient ou qui ont peur que ces interdits soient valables aussi pendant l'allaitement, et je vous rassure, non, on peut recommencer à manger du fromage au lait cru et des fruits de mer. Laura, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, j'étais pas du tout partie sur les interdits parce que bien sûr, ni on ne fume ni on boit de l'alcool, bien que, mais je laisserai l'appréciation à chacun, mais c'est surtout que comme les organes vont fonctionner double parce qu'on va être sollicité, il faut manger sainement. Donc il faut réellement se mettre en cuisine en quête de bons produits, de matières premières, pour pouvoir ne pas creuser dans son organisme et dans tous les nutriments qui sont présents, toutes nos forces, les épuiser, mais bien s'alimenter dans cette dynamique-là. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. En fait, c'est toute la vie, à tous les âges, que la réponse est ben oui, il faut bien s'alimenter. C'est vrai qu'il y a une pression particulière sur la femme enceinte. On a dit beaucoup de choses difficiles à mesurer sur l'impact de la nutrition de la femme enceinte et même avant même la conception. Je trouve que, et là je rejoins Claude, ça pose une pression hyper importante et une culpabilisation des femmes sur est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je fais bien, j'ai le projet de faire un enfant un jour, si là je bois ça, si là je mange ça, est-ce que potentiellement je peux induire une obésité, un diabète, une maladie chez cet enfant, un mauvais développement, un problème dans ma grossesse. Donc, en effet, l'idée, j'aime bien, de toute façon, on se connaît bien avec Laura, on a écrit mon premier livre, on l'a écrit ensemble, c'était déjà son 2e ou 3e, mais voilà, l'idée, c'est plutôt de partir dans l'autre sens, plutôt que de partir du creux, partons de la bosse, et ça tombe bien pour la femme enceinte, partons de la bosse, et la bosse, c'est les bons aliments, comment on les reconnaît, comment on mange plutôt de saison, pourquoi... finalement, quand je me fais du bien avec du plaisir en bouche, de la saveur, de la dégustation, je fais du bien à mon corps, je fais du bien au bébé que je porte, et globalement, je vis mieux. Alors, il y a une question qui revient pas mal actuellement, qui est celle des perturbateurs endocriniens. On dit vraiment aux femmes enceintes de faire très attention au plastique, à l'eau qu'elles boivent, à l'air qu'elles respirent. Comment en vrai on arrive à manger et à complètement contourner ces perturbateurs endocriniens ? Est-ce qu'on y arrive ? Je pense qu'en fait, quand même, effectivement, si on mange bio, on a plus de chances quand même de les éviter. Après, il n'y a pas seulement la nourriture, il y a aussi, par exemple, tous les cosmétiques. Donc, je pense qu'on peut se passer de ces cosmétiques-là, en fait. Donc, je pense que oui, il y a des façons de faire pour les éviter quand même. Oui, enfin, il y a ce qu'on mange, en effet. Bon, bio, on diminue le risque, bien que ce ne soit jamais une certitude, 100%, mais on diminue le risque. Après, il y a dans quoi on met ces aliments, les paquets, et puis il y a dans quoi on les cuisine, puis dans quoi on les stocke, dans quoi on stocke les restes. Et là-dessus... je pense que comme pour tout, c'est un train qui démarre souvent avec la grossesse parce qu'on se pose des questions pour soi, mais aussi pour l'enfant à venir et pour toute la famille. Mais c'est quelque chose qui peut se faire... je crois qu'il ne faut pas avoir d'idée de perfection là-dedans, il ne faut pas avoir d'idée d'éradication parce qu'en effet, on respire de l'air, on boit de l'eau. Enfin, il y a tout un tas de facteurs qu'on ne maîtrise pas. En revanche, on peut décider petit à petit de changer ses contenants, ses boîtes en plastique, ne plus rien faire chauffer dans une boîte en plastique, par exemple, garder éventuellement les boîtes en plastique pour des produits secs, mais pas faire chauffer de matières qui contiennent de la graisse dans une boîte en plastique, parce que la graisse et la chaleur vont conduire les perturbateurs endocriniens vers la viande ou les légumes ou les féculents. Donc, on remplace par du verre, par exemple, et puis voilà, on a fait un premier pas. On remplace une boîte, puis une autre, parce que sinon ça coûte cher. On remplace une casserole qui est rayée, ces casseroles anti-adhérentes, on les garde pas rayées parce que plus elles sont abîmées et plus il y a des perturbateurs endocriniens qui transitent vers l'alimentation. Voilà, pas à pas, en regardant son environnement, on change les choses petit à petit, sans chercher
à un 100%, mais en se disant qu'on est dans un train qui avance tranquillement. Oui, et j'ajouterais, bien qu'avant d'arriver dans la cuisine, on a déjà l'aliment, comment il est produit. Parce que là aussi, on va trouver des perturbateurs avec des intrants, des pesticides, des engrais. Alors, vous parlez du bio, je dirais de façon plus large, c'est comment on source ces produits. Même s'ils ne sont pas bio, prenons une poire. Si on a une poire qui vient de la région où on habite, d'un producteur que l'on connaît ou dont on connaît les pratiques, qu'on peut avoir fraîche de saison, brossée, nettoyée et mangée sur un circuit court, on a moins de chance, bien qu'on ne peut jamais vérifier à 100% les pratiques, mais on a moins de chance que si nous avions par exemple acheté une poire qui venait d'Amérique du Sud ou d'Afrique du Sud, parce qu'on ne sait pas quelles sont les pratiques, on ne sait pas comment ça a été conservé dans les cales de bateaux, dans les avions, est-ce que c'était dans un hangar qui était surchauffé avec du plastique, etc. Donc c'est vraiment toutes ces questions petit à petit, avec bon sens. C'est un terme qui nous a divisés, mais c'est réellement de se poser les questions, simplement. Voilà, cette poire, d'où elle peut venir, comment elle est venue là. C'est la même chose dans les plats cuisinés, transformés. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi cette matière grasse et ce liquide à queue forment une onctueuse sauce ou quelque chose, alors qu'on sait très bien que ça le fait naturellement. Donc forcément, c'est qu'il y a des produits qui ont été ajoutés. Et donc là, il y a une vigilance à avoir. Bon, du coup, on adopte les premiers bons réflexes quand on est enceinte et puis on poursuit sur cette lancée jusqu'à toujours. En fait, on s'arrête plus. Hein, voilà. On va parler de l'allaitement maintenant à proprement parler. Alors, non, pas aujourd'hui, mais cette semaine, c'est la semaine mondiale de l'allaitement. Claude, si vous deviez nous faire une publicité pour l'allaitement, là, vous avez 2 minutes et 3 arguments. Qu'est-ce que vous nous dites? Pourquoi allaiter? Alors j'aime bien dire que l'allaitement, c'est éco-biologique. C'est logique parce qu'effectivement, c'est la nourriture prévue par la nature pour les petits humains. Hein. C'est la nourriture physiologique du petit homme. Bio, parce qu'effectivement, ça a à voir avec la vie. Et c'est plus bio que beaucoup d'autres alimentations, puisque c'est produit directement, a priori, on n'ajoute pas de pesticides à notre lait, même si on peut en avoir, on verra pourquoi. Et puis éco, parce qu'effectivement c'est écologique, l'allaitement est écologique, c'est au niveau de l'alimentation, c'est l'aliment qui a le moins d'empreinte carbone à mon avis, puisque ça va directement du producteur au consommateur. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas d'énergie spéciale pour le produire, parce que bon, c'est un processus qui n'est pas très coûteux en énergie, même pour la femme, contrairement à ce qu'on croit des fois, qu'on est fatigué parce qu'on allaite. Et voilà. Le bébé est d'accord. Ouais, c'est ça. Quand Claude a dit éco, j'ai cru que vous alliez dire économique, parce que économique c'est aussi économique, oui. Pour le coup. Et puis, je trouve qu'il y a quelque chose... Enfin, je n'ai pas de légitimité à parler spécialement de l'allaitement, mais en tant que psychologue, quand même, il y a quelque chose autour de la transmission, du goût, de la saveur du lait maternel qui s'imprègne de ce que la maman a mangé et qui permet de façonner petit à petit aussi le palais du tout petit bébé, contrairement au lait qu'on achète en poudre et qui, lui, est standardisé, complètement neutre dans son goût, toujours le même. Et puis il y a du plaisir. Alors là, c'est tout à fait personnel comme témoignage, mais j'ai trouvé que... Et je trouve que s'il y a du plaisir, c'est chouette. S'il n'y a pas de plaisir pour X raisons, là encore, ce n'est pas une raison de se culpabiliser si on ne peut pas allaiter son bébé. C'est plus difficile de nourrir un enfant en culpabilisant. Enfin, comment dire, de le nourrir en allaitant, mais en se sentant mal dans cet allaitement, je trouve que dans ce cas-là, il vaut mieux basculer sur une alimentation de substitution et le faire de manière plus joyeuse, plus investie, plus incarnée. Vous êtes d'accord avec ça, Claude ? Oui, de toute façon, comme je dis toujours, la Leche League est là pour aider les femmes qui souhaitent allaiter ou qui allaitent. On ne va pas chercher les femmes qui ne veulent pas allaiter pour essayer de les persuader d'allaiter. Alors, est-ce qu'il y a... donc là, vous avez développé un certain nombre
de points, en tout cas de bonnes raisons d'allaiter. Est-ce qu'au niveau sanitaire, est-ce qu'il y a des liens entre santé et allaitement? Est-ce qu'un enfant qui est allaité est en meilleure santé? Et est-ce qu'une maman qui allaite est en meilleure santé? Est-ce qu'on a des gages après, quand on a allaité, on gagne des points de vie ou... Oui, même si c'est jamais du 100%, hein, c'est pas une garantie à 100%. Mais disons que si on compare une population d'enfants allaités et une population d'enfants non allaités, on va voir des différences effectivement à court, à moyen et à long terme. À court terme, bon, on connaît assez souvent ce qui concerne les affections ORL, les gastro-entérites ou des choses comme ça. Et à plus long terme, il y a vraiment des différences sur, par exemple, les cancers, sur le taux de diabète, sur les maladies cardiovasculaires, etc. Alors encore une fois, hein, ce n'est pas du 100%. C'est simplement au niveau de toute une population, si on compare deux populations. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que si on compare des groupes, par exemple, d'enfants ou d'adultes qui ont été allaités plus ou moins longtemps, on observe ce qu'on appelle en pharmacologie un effet dose-dépendant, c'est-à-dire que plus l'enfant a été allaité longtemps, plus l'effet est grand. Et c'est vrai aussi, donc vous avez évoqué effectivement les bénéfices pour la mère. Le fait d'avoir allaité est aussi une diminution du risque. On connaît par exemple la diminution du risque pour le cancer du sein, ça c'est assez connu maintenant. Au point que bon, quand on passe une mammographie, maintenant, on vous demande est-ce que vous avez allaité et combien de temps. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a les autres cancers féminins, cancer des ovaires, cancer de l'utérus aussi, où il y a une diminution du risque, et aussi sur le diabète de type 2, et aussi sur les maladies cardiovasculaires. On a par exemple moins de risque d'hypertension si on a allaité, et plus longtemps on a allaité, plus le risque a été diminué. Bon, ça donne plein de bonnes raisons. Et si on mange n'importe quoi, si on fait n'importe quoi, est-ce que c'est quand même bon pour l'enfant? Oui, alors c'est effectivement une question qu'on pose des fois, pas seulement par rapport à l'alimentation de la mère, mais par rapport, par exemple, à la pollution. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on retrouve dans le lait maternel des fois des polluants environnementaux, parce que voilà, on est nous-mêmes emplis de pesticides, par exemple, hein, on le sait malheureusement, et donc il y en a aussi dans le lait. Mais en fait, comment dire, ce serait mieux effectivement d'avoir une alimentation absolument saine, 100% bio, etc., sans pesticides, rien du tout. Ça, c'est évident, c'est pour tout le monde, hein, pas seulement pour les bébés. Mais en fait, le problème, c'est que quand on compare, par exemple, quand on dit... parce qu'il y en a des fois, hein, même des fois des écolos qui disent « Ah ouais, non, mais allaiter alors qu'il y a des pesticides dans le lait, non, tant pis, il vaut mieux du lait en poudre. » Bon. Le truc, c'est que je compare ça des fois, si on met sur les deux plateaux de la balance... le lait de femme et le lait industriel. Si on considère qu'au départ les deux plateaux sont au même niveau, effectivement, si on charge un peu le lait maternel parce que la mère se nourrit pas très bien, etc., on va avoir l'impression, du coup, oui, c'est mieux de ne pas allaiter. Sauf qu'au départ, les deux plateaux ne sont pas au même niveau. Et que voilà, le lait de femme va être là et le lait industriel là. Donc même si le lait de femme baisse un peu, il reste quand même. Et en fait, par exemple, par rapport à la pollution, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur des populations qui étaient effectivement très impactées par des pollutions au plomb, au mercure, des choses comme ça, notamment les Inuits au Canada, malheureusement pour eux. Et en fait, quand on compare une population de bébés de cette société allaités et une population de bébés qui n'ont pas été allaités, c'est ceux qui ont été allaités qui s'en tirent le mieux quand même. Si je puis demander, c'est les métaux lourds des poissons gras? Il y a eu un certain engouement pour l'allaitement entre 1995 et 2006. Le taux d'allaitement
est passé de 45,6% à 65,9%. Puis là, ça fait 10 ans que ça stagne. Alors pourquoi? C'est plus à la mode d'allaiter? Il y a d'autres études qui sont sorties. On n'a pas vraiment d'explication. Effectivement, c'est un peu mystérieux. J'en connais qui sont un petit peu complotistes et qui pensent que c'est à cause d'Elisabeth Badinter qui a publié son livre contre l'allaitement, entre autres, en 2010. C'est vrai que c'est depuis 2010 que le taux a tendance à stagner. Bon, moi, je pense que c'est lui faire beaucoup d'honneur de penser qu'elle a cet effet-là. Mais bon, non, on ne sait pas trop. On sait pas trop. Non, j'avais cru lire sur votre blog qu'il y avait des injonctions aussi du ministère de la Santé vers le public qui pouvaient plus ou moins stimuler l'allaitement. Oui, disons qu'il y a, effectivement, depuis à peu près l'an 2000, il y a eu des campagnes. Des campagnes, c'est un bien grand mot de dire des campagnes. Il y a eu des textes officiels qui ont parlé d'allaitement. Alors qu'avant 2000, parler d'allaitement et de promotion de l'allaitement, c'était un gros mot en France. Parce que chaque fois qu'on s'adressait aux autorités sanitaires pour leur parler d'allaitement, la réponse automatique était, de toute façon, en France, l'allaitement n'est pas un problème de santé publique, donc on n'a rien à en dire, rien à faire. La première chose un moment où ça a changé, c'est en 2001, quand il y a eu le premier PNNS, le Plan National Nutrition Santé. Vous savez, le truc où on vous dit de manger 5 fruits et légumes par jour. Et en fait, c'est un moment où il y a eu une peur d'une épidémie d'obésité infantile venue des États-Unis. Et en fait, donc à ce moment-là, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a fait ce PNNS, le premier PNNS, et tout ce qui pouvait éventuellement être préventif de cette obésité était le bienvenu. Et comme il y en a eu d'autres depuis, mais il y avait déjà eu pas mal d'études montrant que le fait d'avoir été allaité diminuait le risque de devenir obèse, on a pris ça pour le mettre dans le PNNS. Comme je dis, en France, l'obésité est passée par... non, l'allaitement est passé dans la santé publique par la petite porte de l'obésité infantile. Et depuis, bon, ça a été repris dans les autres PNNS, etc. Mais voilà, de là à parler de campagne, non. Claude, j'ai une petite question. Les sociétés les plus vertueuses concernant l'allaitement, parce que là on parle de 2 tiers quand même des femmes qui allaitent, je trouve que c'est déjà un beau chiffre, si on regarde de côté positif. Les sociétés qui allaitent le plus, on a combien de pourcents de Alors femmes dans les qui pays allaitent? industrialisés, c'est les pays scandinaves qui frôlent les 100%. Oh là là, 98%, tout ça, ouais. Non, je veux dire, la France, même si effectivement ça avait bien remonté quand même depuis les années 90, reste la lanterne rouge de l'Europe avec l'Irlande. Ah, carrément. Ouais. Bon, donc c'est pas mal, mais on peut vraiment mieux faire. Alors est-ce que justement la loi française, est-ce qu'elle encourage l'allaitement, notamment l'allaitement au travail? Qu'est-ce qui est permis pour les femmes qui travaillent? Alors, il y a une loi, enfin il y a des articles dans le Code du travail. La loi, elle date de 1917, en fait, ouais, pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale, où effectivement beaucoup de femmes se sont retrouvées à travailler, notamment dans les usines d'armement, puisque les hommes étaient au front. Et donc, c'est sans doute pour ça que cette loi est passée à ce moment-là, même s'il y avait eu déjà des initiatives patronales à certains endroits dans ce sens. Et donc la loi n'a pas bougé depuis 1917, c'est toujours la même. Elle dit que pendant la première année de l'enfant, donc jusqu'au 1 an de l'enfant, la femme a droit à 2 pauses pour l'allaitement, une demi-heure répartie. Soit il y a un accord entre l'employeur et l'employé, soit s'il n'y a pas d'accord, c'est au milieu de la matinée, au milieu de l'après-midi. Et la possibilité aussi d'avoir avant ça s'appelait une chambre d'allaitement, maintenant ça s'appelle local dédié à l'allaitement, mais l'obligation pour l'employeur d'installer un tel local ne vaut que s'il y a au moins 100 femmes salariées dans l'entreprise. Donc voilà. Et encore faut-il avoir son bébé sous la main? Oui, on peut tirer son lait. Non, parce que c'est souvent, la plupart du temps en France, ces pauses sont utilisées pour tirer leur lait.
Mais effectivement, je veux dire, il y a aussi cette possibilité, si l'enfant est gardé très près, par exemple, des crèches d'entreprise ou des crèches hospitalières, tout ça, d'aller allaiter l'enfant pendant la journée, oui. Merci Claude, on a fait un petit tour sur l'allaitement, on y reviendra tout à l'heure. Donc on va, voilà, notre bébé a grandi, il a, alors justement, à quel mois on peut commencer à diversifier? C'est la grande question. Il y a des modes, c'est 3 mois, 4 mois, 6 mois, viande, pas viande. On en est où là en 2018? Quelles sont les règles qui vont peut-être d'avoir une durée de vie que de 2 ans, donc Voilà, c'est ça. Depuis que je fais ce métier et que j'ai écrit mon premier livre, je pense qu'on a changé au moins 5 fois déjà de date de début de diversification. Et j'ai envie de le tourner de manière positive. Je me dis que si on a changé autant, si on est autant versatile dans l'édiction de ces règles, bah c'est peut-être que c'est pas si grave que ça de diversifier à 15 jours, 1 mois et demi près, qu'il y a beaucoup de facteurs qui dépendent du bébé et des parents, de la façon dont chacun est prêt à diversifier, la posture du bébé, sa curiosité par rapport aux autres aliments. J'ai vu des mamans hyper mal à l'idée d'un bébé qui refusait le biberon ou le sein à 3 mois et demi, se disant « Ah, c'est trop tôt pour diversifier, c'est horrible, que faire ?» Rien, bien sûr, le nourrir avec autre chose et pas le laisser mourir de faim, ce bébé. Donc, et il n'y a pas de drame à ça. On a dit, il y a 18 ans, puisque moi je suis maman d'un grand garçon de 18 ans, il y a 18 ans diversifié à 4 mois. Quand j'ai fait ma reconversion vers la diététique, donc 4-5 années plus tard, on diversifiait à 6 mois. Ensuite, on est passé à 9 mois. Puis pour les questions d'allergie, puis on est redescendu à 6 mois. Il y a 2 ans, je sortais ce livre, c'était 6 mois. je crois qu'on est à 4 aujourd'hui. Ça n'a jamais été à 9 mois. Ah si. Non, il y avait des études qui montraient que oui, les risques allergiques... pour certaines choses, mais je veux dire, non, ça reste autour de 6 mois depuis quand même un bout de temps. Là, on est repassé à 4. Pas vraiment, non, on pourra en discuter. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on est passé à 4. Voyez, parce qu'il y a des jeunes parents qui peuvent témoigner que les pédiatres disent les pédiatres français. Voilà. Voilà. Qui a un Ce jeune qu'on va enfant voir, ouais. avec une recommandation pédiatre? Dites-nous, madame. Ouais, Alors, c'est 4 quoi? mois. C'est 4 mois aujourd'hui? 4 mois. Je sais. 6 mois. Entre 4 et 6, oui. Voilà, on va dire entre 4 et 6 et on peut se détendre. C'est ça. Enfin, moi je trouve que le mieux, c'est quand même d'attendre que l'enfant manifeste qu'il a envie. Et comment il le manifeste? C'est très simple. Vous avez votre bébé sur les genoux et il met la main dans l'assiette et il met ce que vous avez dans votre assiette à la bouche. Alors ça, il peut le faire très tôt. Hein. Plus ou moins. La plupart, quand même, c'est autour de 6 mois. Un peu avant, un peu après. Il y a bagarre. Alors, je dirais que, pour trancher, que là, vous pensez à la diversification menée par l'enfant, Oui. ce qu'on va certainement développer. Donc, qui est vraiment, voilà, l'impulsion vient de l'enfant. Moi, j'ai un autre critère et un douloureux souvenir. Donc là, c'est une expérience personnelle aussi. À 21 ans, quand j'ai eu ma première fille, c'est comment faire les nuits. Et justement, quand l'injonction était autour de 5-6 mois en disant rien d'autre avant, j'avais réellement un bébé qui se réveillait parce qu'il avait faim la nuit. C'est pas parce qu'il voulait pas dormir, mais qu'il avait faim. Donc, comme je suis d'une grande fratrie, mes sœurs m'avaient dit qu'elles avaient vu d'autres injonctions. Écoute, arrête tout ça. Tu vas mettre un peu de farine, un peu de fécule de maïs, de ceci, de cela. Ça va effectivement alimenter en lenteur l'organisme de l'enfant. Et vous allez dormir. C'est ce qu'on a fait. Et ça a marché. Ça a très bien marché. Tant mieux pour vous, Donc, parce que je veux dire, voilà. les études montrent que non, la plupart du temps, ça ne marche pas. Tant mieux pour vous, ça a marché pour vous. Alors, voilà. Parce que normalement, je veux dire, le lait maternel est assez nourrissant. Voilà. Ça dépend aussi de la taille du bébé. Je ne suis pas dans la norme. Ça dépend de ses besoins. Mais en fait, on va pouvoir opposer tout le temps les études et l'individu. Moi, il y a une phrase de Daniel Pennac que j'adore qui dit « Statistiquement, tout s'explique. Individuellement, tout se complique. » Et c'est exactement ça. Alors, on va par moment tirer une étude qui va dire si les études en nutrition montrent en permanence des choses
que d'autres études contredisent quelques temps plus tard, et ainsi de suite. Je vous prends un exemple qui n'a pas directement à voir avec les bébés. On a valorisé les oméga 3, et j'ai fait partie de cette vague de praticiens qui disaient les oméga 3, les oméga 3, les oméga 3, c'est génial, en se basant sur une étude faite sur des Inuits qui montrait qu'ils avaient beaucoup moins de maladies cardiovasculaires, entre autres parce qu'ils mangeaient beaucoup de poissons gras très riches en ces fameux oméga 3 qui nous manquent cruellement dans notre alimentation occidentale et peu tournée sur la nourriture issue de la mer. Et puis là, on se rend compte que les Inuits, mince, ils continuent à manger du poisson, mais malgré tout, ils développent des maladies cardiovasculaires parce qu'ils ont notamment introduit beaucoup de produits sucrés dans leur alimentation. Et là, d'un coup, on se dit, mince, alors finalement, ce n'était pas les oméga 3 qui étaient protecteurs, c'était le fait qu'ils ne mangeaient pas de produits sucrés. Voilà ce que c'est la nutrition. C'est une science qui est très récente, qui a 50, 60 ans. En fait, on a commencé à se poser des questions sur la nutrition quand on a commencé à avoir une vraie abondance alimentaire, donc après-guerre, bien après-guerre. Et, enfin, bien, 10 ans, 15 ans, dans les années 60, on a commencé là à avoir un développement de laboratoires de recherche. C'est-à-dire qu'on parle de 60 ans d'études, c'est très, 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 très court dans le domaine de la science. Donc, comme chaque mangeur est un individu, et là c'est la psychologue qui parle, chaque mangeur est unique, chaque mangeur est singulier, on va peut-être plutôt essayer de vous éclairer, me semble-t-il, sur les éléments qui peuvent vous indiquer qu'un enfant est prêt, comment faire face à cette jungle qu'est l'alimentation moderne et pas se battre sur les études, parce que de toute façon... Oui, je ne vais pas me battre sur les études, même si j'aime bien quand même en citer. Mais ce que je voulais dire quand même, c'est que la Leche League existe maintenant depuis plus de 60 ans. Et en fait, ce sont les premières femmes qui ont créé la Leche League et qui l'ont développée, qui ont observé leur bébé et qui ont finalement trouvé que la plupart du temps, la moyenne des bébés commençait à avoir besoin, envie ou tout ce qu'on veut de solide en plus du lait maternel autour du milieu de la première année. Et je veux dire, vers 6 mois donc. Autour de 6 mois, voilà. Et en fait, je veux dire, les études et les recommandations de l'OMS sont venues 30 ans après, 40 ans après. Alors en termes de posture, il y a quand même 2 choses. D'abord, il faut que le bébé commence à pouvoir tenir sa tête pour pouvoir manger, déglutir, et justement qu'il soit capable de déglutir pour ne pas faire de fausses routes. Donc ça, c'est deux éléments qui vont être très dépendants de chaque bébé et que vous pouvez observer. Y ajouter la curiosité qu'il peut avoir par rapport à d'autres aliments que liquides, par rapport au sein ou au biberon. Et là, ça fait déjà 3 petits indicateurs de la maturité que le bébé a pour pouvoir aller vers un début de diversification. Savoir aussi prendre Oui. Prendre à la main et amener à la bouche. C'est-à-dire, bon, à un certain âge, ils vont peut-être prendre, mais voilà. Il y a une coordination, disons, main-bouche qui... Oui, effectivement, tout ce que vous avez dit, ce que j'ai rajouté, c'est en général, en moyenne, autour de 6 mois, un peu avant ou un peu après. Ce qui me semble très intéressant par cette diversification menée par l'enfant, c'est qu'il est vrai qu'on pourrait y voir qu'un modèle vertueux dans ce sens où en fait tout se met en place naturellement. Et ce n'est pas une injonction de l'extérieur qui vient, c'est juste que si nous sommes encore des Européens qui mangeons à table ensemble à la même heure, il se peut que l'enfant ait été exposé quand vous cuisinez aux odeurs, au bruit, donc à toute cette perception sensorielle qu'il va avoir de ce que l'on mange. Il va être mis en confiance parce qu'il vous voit mettre ces choses-là dans votre propre bouche, donc il ne va pas être méfiant. Et si ensuite les choses peuvent être... Alors j'aime bien ce terme un peu d'aliments avec comme une poignée, comme les têtes de brocoli, des choses comme ça qui sont cuites à la vapeur. Et si on autorise à ce qu'ils mettent un peu de désordre et qu'effectivement il va explorer sa motricité en même temps que ses gencives, que sa bouche, que votre réaction, tout ça devient très joyeux. Et c'est vrai que ça va dans le bon sens. Donc c'est assez agréable de voir ces petits miracles-là se produire chaque jour, si tant est que ce soit possible pour une famille aujourd'hui dont les 2 parents, on le sait,
travaille. Et dans ce cas-là, on évite justement les rapports de force, une cuillère pour papa, allez, une cuillère pour mamie, enfin, etc., etc. Donc là, ce que vous dites, c'est que la diversification par l'enfant, donc c'est l'enfant qui va choisir en fait ce qu'il a envie de manger quand il a envie de manger. Par contre, ça veut dire qu'il faut qu'il soit comme dans un environnement, il faut qu'il soit à table, enfin plus ou moins à table avec sur une chaise haute, avec pas tout seul, sa petite tablette en face de voilà, mais pas tout seul, c'est-à-dire que Non, parce que souvent on fait manger les enfants à 7h30, enfin avant tout le monde, parce que voilà, la société est faite comme ça. Est-ce que vous dites, voilà, si on veut mener ça bien, il faut que l'enfant, en fait, dès le plus jeune âge, participe à cet environnement C'est pas forcément possible tous les jours, mais en tout cas, il doit être exposé à des aliments qui sont fraîchement préparés à la maison. Donc ça peut être 3-4 légumes à la vapeur, des petits fruits, et il y a quelqu'un qui s'occupe de lui, qui a la disponibilité de le laisser explorer. Je pense que c'est ça la clé, c'est de prévoir ce temps, voilà, d'observation. Mais bon, c'est le moment présent, hein, donc on le souhaite. Donc allons-y avec cet objet d'alimentation, c'est de rester présent à ce que l'enfant va expérimenter. Et ce qu'il aura mangé va effectivement diminuer ce qu'il prendra en termes de lait. Et ce qu'il ne va pas manger, eh bien, il va le compléter avec un biberon ou le sein. Donc c'est vrai que c'est quand même assez agréable. Et je trouve que ça va bien avec l'allaitement, parce que dans l'allaitement, l'enfant est actif. C'est lui qui tète et qui fait venir le lait, qui le fait sortir, etc. Et dans la diversification menée par l'enfant, c'est aussi lui qui est actif. C'est-à-dire qu'on ne lui enfourne pas des cuillères de compote ou de purée, dans la Mais est-ce bouche. qu'il n'y a pas, enfin là vous dites enfourner, donc on voit le côté hyper négatif. En revanche, on peut avoir envie de nourrir son enfant et le nourrir avec beaucoup d'amour et de lui mettre une cuillère toute douce dans la bouche. Enfin, on n'est pas les mamans ou les papas sont pas non plus bien des. sûr, mais c'est quand même, il est quand même passif là. Oui, pas forcément, parce qu'un enfant qui a pas envie d'ouvrir la bouche, il est tout à fait actif. D'accord. Mais c'est pas lui et c'est là où qui crache la purée, il le fait aussi, quoi. Je pense qu'il y a un juste milieu, comme pour toutes les préconisations. Je pense qu'en fonction de votre état d'esprit personnel, il y a les deux façons sont vraiment intéressantes à explorer dans la mesure de vos possibilités. Ce qu'il faut quand même peut-être expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tout le monde connaît la diversification? Qui ne connaît pas la diversification menée par l'enfant? Vous avez le droit de lever la main, c'est pas hyper connu. Hein. Ouais, c'est ça, c'est pas hyper... D'accord. Ok. Voilà, justement, c'était ça que je voulais dire, c'est que ça peut surprendre ce que vous êtes en train de dire, attraper une tête de brocoli, etc. Du cru, du cuit. J'ai dit cuit à la vapeur, non? Oui, t'as dit cuit, mais t'as pas dit mixé, mouliné, etc. Or, non, c'est pas mixé. C'est pas en purée ni en compote, ça c'est clair. Voilà, alors... C'est en morceaux. Ouais, pour repartir à la base, qu'est-ce que la diversification menée par l'enfant? Je vais les laisser répondre, puis après je vous donnerai mon point de vue. Oui, on a déjà dit un certain nombre de choses, mais effectivement, c'est pas réduit en purée ou en compote. C'est des morceaux. Donc ça fait un peu bizarre quand on a l'habitude de la diversification traditionnelle à la française, où effectivement on commence systématiquement par des purées et des compotes, et on se dit, oh là là, si l'enfant prend des morceaux, il va s'étouffer et tout. De fait, non. Voilà. Alors, quand même, il y a quelques témoignages. Je me souviens avoir échangé sur ce sujet avec plusieurs mamans. Et il ne faut pas avoir peur quand même de gérer des fausses routes. Ouais. Le bébé, il ne déglutit pas spontanément des morceaux. D'abord, il ne peut pas vraiment les écraser. Donc, lui, il a ce petit mouvement de la langue qui va projeter le morceau vers l'arrière. C'est pour ça qu'on donne, a priori, dans notre culture, des purées pour que ça glisse et qu'on change la texture petit à petit, plus sa maturité avance. Donc quand même, je me souviens de maman qui me racontait que leur bébé pouvait... ça fait comme vous, hein, quand vous avez un truc qui passe par le mauvais trou, donc il tousse, éventuellement il peut vomir. Donc ça peut être un peu impressionnant, un peu saisissant. Et puis Laura parlait du fait d'accepter qu'il y a un peu de désordre. Ça c'est sûr, c'est pas très propre. Il vaut mieux prévoir une belle nappe cirée par terre, une bâche, oui. D'ailleurs, je me souviens oui, la nappe au sol au lieu de sur la table, ça marche très bien. Oui, la nappe au sol, et une maman qui me racontait qu'elle prenait son bébé après ce temps de repas et elle le mettait tout habillé sous la douche parce que... Donc voilà, c'est quand même toute une
C'est un autre fonctionnement, mais en effet qui peut complètement se marier, se marier. Mais je me demande en réalité si ça peut se marier parce que c'est presque deux logiques. Une logique de très grande ouverture et liberté, justement sans injonction. Il faut peut-être avoir une certaine... un certain calme intérieur pour partir sur ce type d'alimentation. Oui, mais enfin, quand un enfant ne souhaite pas manger et qu'on a préparé une purée et qu'on souhaite qu'il la mange, je suis témoin aussi de beaucoup d'énervement de parents. Et justement, pas plus tard que ce week-end, j'ai vu une maman qui propose 2-3 choses, dont un petit quignon de pain, dont un petit légume cuit à la vapeur, et l'enfant joue à relativement manger, et elle s'agace absolument pas s'il a terminé ou si son temps à elle est terminé. Elle termine sur un biberon. Si c'était à refaire, je le tenterais. Alors en tout cas. Ça, c'est intéressant parce qu'en réalité, dans la diversification menée par l'enfant, on ne se pose pas la question des quantités, comme tu l'as très bien dit. Non. Et alors moi, je milite pour que, avec les purées ou les compotes, on ne se pose pas non plus la question des quantités. Voilà. Il faut prendre cette liberté. Quand on a sa limite de temps, de patience, voilà, ou la limite de l'enfant. Ou la limite de l'enfant, parce que voilà, entre jouer avec l'alimentation et l'explorer d'une certaine façon, il y a aussi une grande marge. Donc c'est à votre capacité aussi d'observation de voir la différence. Bon, voilà, moi je le tenterai à votre place. Mais je pense qu'il y a beaucoup de cultures où c'est comme ça que ça se fait. Où l'enfant commence à apprendre dans le plat familial. Enfin, oui, sans doute, mais il y a beaucoup de cultures. Je ne sais pas si vous aviez vu ce film génial qui avait été produit, je crois, par Alain Chabat, qui s'appelait Bébé, avec un S, il y a peut-être une petite dizaine d'années, et où en fait, à travers tout autour du monde, on voyait des femmes accoucher, puis les bébés grandir, les bébés commencer à marcher, à manger, etc. Donc oui, en effet, on a une diversité d'approches de ce temps de la toute petite enfance qui est incroyablement culturelle, mais c'est un élément à prendre en compte aussi. Tout le monde n'a pas un baby-cook. Hein. Non, tout le monde, non. Mais je pense qu'on peut changer de paradigme si on le souhaite. Voilà, on va le dire comme ça. Voilà. Bon, là, s'il y a un point sur lequel vous êtes d'accord, c'est le fait que on ne force pas l'enfant à terminer, en tout cas. On est plutôt à l'écoute de ses besoins. On lui propose plusieurs choses et c'est lui qui choisit. On ne s'énerve pas, on passe un bon moment, on en a partout. Mais de toute façon, jusque vers 1 an, c'est le lait, que ce soit du lait maternel ou du lait industriel, qui est la majorité de l'alimentation de l'enfant. Hein. Les solides, c'est... Alors justement, ça va être ma question. Ouais. Donc là, voilà, on laisse un peu l'enfant choisir. On a une compote absolument délicieuse. Et en fait, il la mange comme ça, sans s'arrêter. Est-ce que, du coup, les doses, elles sont quand même un tout petit peu définies? Ou est-ce qu'on estime que l'enfant a sa propre régulation? Il n'y a pas mieux régulé qu'un bébé. C'est absolument totalement intuitif chez lui et on passe ensuite notre vie à essayer de se souvenir qu'on a su, à une époque de notre vie, s'auto-réguler de cette manière-là. Donc là, il faut que vous lui fassiez confiance à ce bébé. Mais d'ailleurs, tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure est une expression de confiance et le parent ne sait pas forcément pour l'enfant ce qui est bon, quand c'est bon et à quelle dose c'est bon. L'enfant va se réguler très bien et il peut manger plus de compote que ce qui était prévu ou ce qui était écrit sur la recommandation. Et moins de légumes classique, ou le contraire. Moins de légumes ou manger très peu, avoir grignoté ce morceau de brocoli et compléter avec du lait. Ou, de toute façon, posez-vous la question, est-ce que vous avez tous les jours, à la même heure, faim de la même manière? Oui? Non? N'aurions-nous que des robots face à nous? Donc, la réponse est plutôt non, parce que on a quand même des cycles de fonctionnement physiologique qui font qu'on n'atteint pas toujours le même temps avec le même appétit, et il n'y a aucune raison qu'un enfant soit standardisé là-dessus. Je vais juste prendre la question de... Oui, bonjour. Voilà. Déjà, ça m'intéresse beaucoup ce que vous êtes en train de dire, parce que nous, on a commencé à diversifier notre petit à peu près 2 mois, 2 mois et demi. Donc, il a 9 mois, il est toujours allaité, et j'avais lu qu'il valait mieux donner la tétée avant de donner le repas. Nos pédiatres nous avaient dit non, il faut donner le repas puis l'allaiter, et en fait, on s'est rendu compte dans les faits que quand il avait pas envie de téter, il avait pas envie de téter.
je me posais la question, savoir quand même, quand c'est un bébé allaité, donc on ne peut pas contrôler les quantités de lait, comment on peut savoir qu'il a vraiment eu sa dose de lait dans la journée, dans la mesure où c'est un bébé qui est gourmand par ailleurs et qui va manger sa compote et sa purée. Moi, j'ai vraiment ce truc de me dire, je suis sûre qu'à la fin de la journée, il a mangé à sa faim entre les tétés et ce qu'on va lui proposer à manger, mais le lait, ça reste l'aliment principal jusqu'à 1 an, et du coup, comment savoir s'il a bien eu sa dose? Alors moi, je voulais ajouter justement quelque chose à cette liberté que l'on a sur les dosages qui concernait les protéines. On pouvait peut-être en parler, donc je vais laisser Laurence, entre le lait et les protéines dans la diversification, les protéines animales, comment on dose ça? Parce que ça, c'est quand même un peu plus touchy que on va que les peut-être fruits et légumes. répondre Oui, d'abord à... mais ça rejoint aussi, non? Non, pas forcément, parce qu'en fait, dans le lait, il y a plein d'autres ingrédients, plein d'autres choses, des vitamines, des minéraux, des types d'acides gras dans le lait maternel ou dans le lait d'ailleurs maternisé, de substitution. Il va bien, il se développe bien, il grandit bien, C'est bon. tout va bien. Ouais, vous continuez surtout à lui faire confiance. Il prend ce dont il a besoin. La diversification, au début, c'est comme un grand jeu. Jusqu'à 1 an, il faut le prendre comme ça. On se teste, on se découvre, on tente des choses. Ça marche pas. Il a pris, il n'a pas pris. S'il grandit bien, s'il dort bien, si c'est un bébé joyeux qui secoue les mains quand il vous voit, la vie est belle. Et s'il arrête de manger? C'est autre chose. Ça arrive, il y a des bébés qui arrêtent. On m'a toujours dit un bébé ne se laisse pas mourir de faim. En revanche, il y a des bébés qui, des fois, ne mangent pas ou mangent pas bien pendant quelques temps. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On attend. Je veux dire, l'anorexie du nourrisson, c'est quand même rarissime. rare. Et puis là, c'est vraiment un problème, là, effectivement. Oui, c'est... Non, on attend. On le laisse se réguler. La régulation du corps humain se fait vraiment sur plusieurs jours. Il peut effectivement, des fois, couver une maladie. Et voilà. Il ne va pas effectivement arrêter de manger pendant des semaines. Oui. Non, je ne parle pas de semaines, mais des fois, pendant 2-3 jours, il n'a pas d'appétit, ce qui peut parfois crisper les parents. Oui, c'est pas grave, on se dit que les choses vont se rétablir par la suite. Si c'est une pathologie physiologique, c'est en général parce qu'il va régénérer en se reposant justement sur un plan alimentaire le corps. Par contre, si c'est vraiment psychologique, une séparation, quelque chose un choc, ça, c'est autre chose. Donc là, il faut consulter. Ou alors, on peut avoir le cas de bébés qui ont beaucoup de reflux gastro-œsophagien, qui vomissent pas vraiment, mais qui dès qu'ils sont couchés, après avoir pris la tétée, vont sentir des brûlures. Donc, dans ce cas-là, on a besoin d'adapter peut-être le lait. Je ne sais pas d'ailleurs si quand on allaite, s'il y a des choses qui montrent que des bébés allaités ont moins de reflux gastro-œsophagien que les autres. Ils peuvent en avoir quand même, hein, mais oui, c'est pareil. Les études montrent qu'il y en a moins, oui. Voilà, donc en effet, se poser cette question-là, mais si le bébé, par ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on ne le voit pas manger pendant 2-3 jours, on commence à s'inquiéter, à se tendre un peu, et puis d'un coup, on voit qu'il y a une dent qui perce, qu'il a un petit pic de fièvre, qu'il y a un virus, et il est comme vous, quand vous avez le rhume, quand vous êtes pas bien, vous n'avez pas faim, et lui, il est pareil. On entend bien, hein. Il est bien sonorisé. Alors, vous avez dit, hein, les bébés savent exactement ce qu'ils doivent manger et la quantité qu'ils doivent manger. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir de problème ni d'obésité, ni de surpoids, ni de troubles alimentaires. Comment on fait pour poursuivre ça dans la durée? Donc, là, on avait le bébé vers 6 mois. Comment on fait, notamment à 2 ans, à 2 ans et même plus tard, pour que les enfants en fait mangent exactement ce dont ils ont besoin, tout en respectant une vie familiale, sociale, enfin parce qu'on est quand même dans une société où manger est important et manger ensemble aussi. Voilà, comment on poursuit ça? Alors, déjà, en ne surnourrissant pas son enfant, tu parlais tout à l'heure des protéines d'origine animale, Laura, on a quand même tendance dans notre société dans laquelle on a une forte abondance et une forte présence des viandes, œufs, poissons, produits de la mer pour les plus grands, etc. Et produits laitiers, très très... Gros lobby. Oui, voilà, il faut vraiment donner beaucoup de produits laitiers à ses enfants. Tout ça finit par faire une dose de protéines, une masse de protéines très importante. Et je suis toujours surprise de voir des tout petits enfants de 2 ou 3 ans manger, par exemple, un steak haché qui fait 100 grammes. Un steak haché de 100 grammes, c'est bien pour un enfant de 10 ans. C'est
beaucoup trop pour un enfant de 2-3 ans. Alors vous parliez tout à l'heure d'écologie et d'économie, ben, ça rejoint ça aussi, c'est-à-dire qu'en adaptant les portions notamment de fruits, de viande, de fécule, enfin de produits laitiers aux enfants et à leur taille. Alors moi j'ai un petit truc très simple qui est, c'est du à peu près, mais bon on n'est pas obligé de sortir la balance de cuisine, mais globalement l'âge de l'enfant, vous lui mettez un 0 derrière, et c'est à peu près le poids du morceau de viande qu'il peut manger une fois par jour. Donc 2 ans 20 grammes, 3 ans 30 grammes, 5 ans 50 grammes. Voilà, donc c'est souvent un peu plus parce que on est tenté d'en mettre plus, on a toujours l'impression qu'il n'y aura pas assez de protéines, mais on peut se détendre là-dessus. Compte tenu de la grande quantité de produits laitiers que les enfants mangent, même s'ils ne mangeaient pas de viande, ils auraient largement leur statut en protéines d'origine animale pour répondre aux besoins de croissance. Donc on contrôle quand même un peu les portions. Voilà, c'est ce que je voulais bien qu'on sache, c'est que sur les protéines animales, on contrôle. Mais après, bon, je me permets, on est quand même chez Laruche qui dit oui. Je pense que tout comme nous... Voilà, je pense que tout comme nous, alors j'allais être plus souple, que l'enfant soit locavore, c'est-à-dire que s'il trouve, on va dire, dans son périmètre, enfin vous trouvez dans son périmètre les aliments de saison, ça va correspondre davantage aux besoins, puisqu'on est sous ce climat où ces végétaux-là ont poussé, où ces animaux-là ont grandi, etc. Et puis s'il peut être flexitarien, c'est-à-dire qu'il a vraiment moins de protéines animales. Bon, je ne parlais pas ni des végétariens ni des végétaliens, parce que ça c'est très particulier, mais je dirais que vraiment ces protéines animales, il faut les diminuer drastiquement en quantité et en fréquence aussi pour les enfants. Est-ce qu'on parle de vegan ou pas? Est-ce qu'on se permet une petite parenthèse? Est-ce qu'on peut nourrir ses enfants est-ce que les bébés peuvent être nourris uniquement végétariens ou même vegan? Alors, je peux répondre oui, ils peuvent être végétariens, mais je ne vais pas étayer le sujet parce que je ne suis peut-être pas habilitée à le faire. Mais j'ai travaillé avec une nutritionniste sur ce sujet et la réponse est oui. Ben, par contre, vegan, c'est quand même un peu compliqué. Ça, c'est autre chose. Sans avoir une complémentation, notamment en vitamine B12, qu'on ne trouve que dans les produits d'origine animale et qui est hyper importante dans le développement de l'enfant, puisque c'est une vitamine qui intervient dans la fabrication des cellules sanguines. Et comme l'enfant assure une très forte croissance, il assure aussi une forte croissance de son tissu sanguin. Donc, pour être bien sûr que les choses se passent au mieux, il faut au moins une supplémentation en vitamine B12 si vraiment vous souhaitez le nourrir de façon végane. Et puis en fer, lorsqu'il n'est plus allaité, enfin qui n'est plus nourri au lait, le lait est très riche en fer et le lait notamment de substitution est très enrichi en fer. C'est d'ailleurs ce qui lui donne ce goût que les industriels cachent sous la vanilline et le sucre. Perturbateur endocrinien, on peut le dire aussi. Mais donc, il y a cette question du fer, puisque le fer d'origine végétale, qu'on va trouver dans les lentilles, par exemple, ou dans des produits qui sont végétaux, est bien moins absorbé par le tube intestinal que le fer d'origine animale. Donc, on a ces deux problèmes-là, vitamine B12 et fer, à faire suivre attentivement par quelqu'un d'habilité à le faire. Oui. Est-ce qu'on peut attendre Vous restez là encore un petit peu? On pose des questions à la fin? Alors la question c'est par rapport aux protéines. Je vais faire très rapide. Par rapport aux protéines, donc il faut quand même limiter, là j'entends. Donc là, le calcul que vous avez proposé, effectivement, il est intéressant pour se rendre compte des quantités. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'on donne quand même tous les jours de la protéine animale à son enfant, ou est-ce que ça peut être 1 ou 2 fois par semaine? Enfin, quelle est la mesure en fait? De toute façon, on en donne, puisque dans le lait, il y en a, et dans le lait maternel ou dans le lait de substitution. Puis ensuite, dans tous les laitages, notamment qui sont pensés laitage infantile, elles sont aussi présentes. Donc, des protéines animales sous forme de viande, de poisson ou d'œuf, c'est là où vous pouvez vraiment largement diminuer les doses, ou en tout cas les limiter à ces toutes petites proportions. Merci.
Alors la question, est-ce que vous voulez juste pas qu'on... Ouais. On passe aux questions tout de suite ou sinon... Ouais, voilà. Parce qu'en fait, ce que je vous propose, c'est qu'on termine, on se prend encore 10 minutes et puis après on passe vraiment aux questions, puis on mettra un micro dans la salle. Mais on retient cette question voilà, pour tout à l'heure. Non, mais il y a des raisons santé, en effet, on y répondra. Donc on va passer juste au volet un peu sociabilité, puisque manger, bon, c'est pour se nourrir, mais c'est aussi voilà, un acte social. Et puis Laura Naert, vous avez fait beaucoup de livres dans cette veine-là. Donc la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est est-ce que déjà les enfants doivent manger tout seuls, manger avec leurs parents, manger avec leurs frères et sœurs. Enfin, est-ce qu'il y a des règles aussi pour une bonne alimentation? Ça passe par un acte partagé. Alors, l'enfant doit manger heureusement. Donc, qu'est-ce que c'est un enfant qui mange heureux? Posez-vous la question, c'est la même chose pour lui. Il va pouvoir voir des choses qui lui créent le désir, et puis il va être en confiance avec une personne qu'il aime et qui a le temps consacré pour qu'il mange bien. Un enfant, est-ce qu'il est heureux devant la télé ou pas? Non. Je fais exprès, hein. J'ai bien très sûr, bien élevé les enfants. Bien sûr, non, mais voilà, moi je suis assez idyllique dans mes propositions, mais voilà, simplement pour dire que ce soit la nounou, les parents, la fratrie, tout le monde, ou juste effectivement l'enfant avec la grand-mère, déjà l'atmosphère doit être bienveillante. Et ensuite, ce qui doit être dans l'assiette doit être de qualité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux prérequis. Ensuite, si on va sur les interdits, évidemment qu'on ne met pas un enfant devant un écran, parce qu'on parlait justement de ces phénomènes de satiété qui sont naturellement en place, paramétrés parfaitement par la nature. Si vous êtes devant un écran, tout comme l'enfant, il va manger machinalement. Donc il n'aura ni l'attention à ce qu'il mange, ni l'attention à est-ce que j'en ai vraiment assez, ou est-ce que je continue machinalement à mâcher parce que je suis un peu gourmand et que voilà, j'aime bien ça. Et que... Donc, c'est pas une bonne chose. Voilà, donc pas d'écran. Et un livre? Non. Non. Non plus. Non, pas de... Conversation, je dirais. Okay. Conversation, méditation, mastication. Oui, alors la dimension sociale de l'alimentation, c'est un gros enjeu. C'est sans doute ce qui nous préserve encore en France, en Italie, dans des endroits où le repas traduit une dimension conviviale, ce qui nous préserve d'un tas de soucis que nos amis anglo-saxons connaissent. Il y a 3 fonctions à l'alimentation. Il y a une fonction de se nourrir, évidemment. Il y a une fonction hédonique, de plaisir, et puis il y a une fonction sociale. Dans la fonction sociale, il y a la convivialité, mais il y a aussi la transmission, il y a l'échange, le partage. Tu parlais de ces sensations alimentaires, de voir quelque chose de joli, d'entendre une histoire. Tiens, regarde, je t'ai fait cette purée. Moi, c'était ma purée préférée quand j'étais petite. Oh là là, ça me rappelle, tu sais, mamie, quand elle fait ça. Enfin, voilà, c'est toute une... C'est raconter, finalement, c'est plonger, imbiber l'enfant de sa culture alimentaire et de sa culture familiale autour de l'alimentation. Parce que selon d'où on vient, selon ce qu'on aime manger, on va poser des produits différents sur la table. On va acculturer l'enfant à ces produits-là et donc à toute sa lignée historique, familiale. Et je trouve que c'est super important ce que la télé et le livre, peu importe, là où ça fait rentrer l'enfant à l'intérieur de lui comme dans une coquille, avec, alors pour la télé, un côté très hypnotique comme ça, et des tout petits, c'est dommage de se priver de ce moment de partage, d'échange et de discussion autour de l'alimentation, même avec les plus petits. Et alors les inclure dans la préparation du repas, c'est sans doute quelque chose de très, très chouette aussi. Oui. Alors, Laura, on fait ça à partir de quel âge? Comment? Quand est-ce qu'on leur met un couteau dans la main pour nous aider à éplucher? Alors, le couteau japonais, pas tout de suite. Mais la petite toile serrée au sol, ou même si vous avez un carrelage, si vous lavez des légumes, vous faites des préparations, pourquoi pas avoir le bébé par terre avec 3 feuilles de salade, 2 brins de persil, et qu'il puisse jouer et mouiller avec une quantité raisonnable le sol de la cuisine, ou de la véranda, ou si vous êtes proche d'un jardin, ou si vous êtes sur une terrasse. Donc ça commence là, c'est juste ou lui permettre de toucher des choses comme des brins d'herbe pendant que vous préparez.
Ça commence comme ça, avant évidemment de leur dire « Écoute chérie, ce soir c'est toi qui vas me faire un petit repas. » Mais patience, ça arrive, hein, plus vite qu'on ne le croit. Donc en fait, la première étape, c'est de les laisser jouer avec la nourriture. C'est ça l'idée? Oui, un petit peu, oui, bien sûr. C'est ce que je dis souvent quand je suis avec des enfants dans un atelier ou des écoles ou autres. Je dis en fait, ça s'apparente tellement à l'art plastique parce que on donne des petits ciseaux à papier et on va, les tout petits, en deuxième section de maternelle, ils vont être capables de ciseler voilà, des fines herbes. D'autres, on va leur dire, mais vous allez être responsable, vous, 6 là, avec cette table basse-là, du chou-fleur. Et ils vont le dépioter en petits morceaux. Et de ce fait, c'est arrivé, je suis arrivée, je goûte, je dis oui, formidable, c'est fait. Un père me disait, ça peut se manger cru, il a goûté. Donc il y a eu ce mimétisme, donc il y a toute une discussion, comme le dit Laurence, autour du chou-fleur, alors que le papa avait des souvenirs de loge de concierge où la cuisson était prolongée des heures et des heures. Et donc, voilà, on a retrouvé un reconverti, mais qui, du coup, a pu reconvertir son fils, etc. Donc, c'est vraiment cette participation, prudence sur le couteau, mais en tout cas, avec le côté tactile, le côté art plastique, je découpe. Alors, évidemment, la pâte à tarte, je ne vous raconte même pas. Mais là, il faut plus qu'une balayette. Hein, là, il faut le Karcher. Mais oui, il faut les faire participer quand on le peut, si ce n'est pas au quotidien, mais en tout cas de façon récréative le week-end, de les emmener au marché, vraiment éveiller cette curiosité, et puis que pour vous, cet aspect alimentation soit un plaisir, que ce soit un plaisir d'aller en famille au marché, prendre un café, déguster quelque chose, acheter les journaux, que ce soit pas, bon, vite, il y a un tel qui est délégué à telle tâche, que ça devienne voilà, un endroit de socialisation, je dirais déjà au niveau des courses. Tout ça demande d'avoir quand même pas mal de temps, enfin de temps pour expérimenter. Alors comment on fait si on n'a pas le temps? Ça ne demande pas d'avoir du temps, ça demande de décider d'y dédier du temps. C'est ça. Donc moi non plus, j'ai pas le temps, mais je fais 5 sports. Si j'enlève un sport, j'ai un peu de temps. Si j'enlève... Enfin, moi, je vois beaucoup de gens qui me disent qu'ils n'ont pas le temps, et néanmoins, ils ont vu toutes les séries que j'ai pas le temps de voir sur Netflix. Donc je me demande comment ils font, en fait, s'ils n'ont pas le temps. Donc c'est un choix. Là-dessus, c'est vraiment décider d'être acteur d'un changement, d'une façon de fonctionner, et de comprendre que tout ce qu'on pose chez ce bébé, chez ce tout petit enfant, chez cet enfant qui grandit, tous ces sens qu'on va stimuler, qu'on va aiguiser, ben c'est des choses qui vont germer au fil de sa vie. Ça vaut vraiment le coup parce que tout ce qu'on... Ton premier livre s'appelait « Tout se joue ». Non. Oui, Tout se mange avant 6 ans. C'était en référence à Tout se joue avant 6 ans. Avant 6 ans, c'est ça. Alors, l'avantage, c'est que les goûts, ça évolue tout au long de la vie. Mais il y a des ancrages quand même, des petits rituels, des rites qu'on garde, des habitudes qu'on garde et qui vont peut-être s'effacer à un moment donné. On va arriver sur l'adolescence peut-être, qui vont peut-être s'effacer à un moment donné dans la vie, mais qui vont à un autre moment ressurgir. Et je trouve que ça vaut vraiment le coup de dédier. Puis parce que finalement, ça a l'air d'être du temps, mais c'est comme un jeu, là aussi. Aller au marché, décider de planter un pied de tomate cerise sur la fenêtre de la cuisine, c'est un jeu qu'on fait avec l'enfant, faire germer des petits haricots ou des petits pois. C'est pas qu'à l'école qu'ils peuvent faire ça, on peut faire ça ensemble. Regardez, finalement, le temps, on va peut-être pas jouer à un petit jeu de société ou à je sais pas quoi, lui lire une histoire, mais on va lui raconter un peu de sa tradition ou de son environnement alimentaire. C'est une autre manière de partager. Donc, tout ce qu'on peut semer avant 6 ans, c'est pense pris sur l'avenir. Ouais, je pense que le mot acteur, réellement, comme on le dit pour l'allaitement, c'est la même chose pour la nourriture. On doit être acteur, et puis parce qu'il y a des enjeux de santé, sociétaux, etc. Je pense que c'est un levier de bonne démocratie, de bien vivre ensemble, qui est vraiment à notre portée quand on est jeune parent. C'est une aventure extraordinaire. Merci pour ces témoignages. Adolescents, je pense qu'on en parlera une autre fois parce qu'on va du coup ouvrir les questions à notre assemblée. Alors, je vous donne le micro. Bonsoir.
Donc moi, j'ai pas d'enfant encore, peut-être que ça va venir, j'espère. En fait, je me posais une question sur le substitut du lait. Si jamais la maman n'a pas suffisamment de lait maternel ou qu'on n'arrive pas à le déclencher à la maternité, etc., on parle beaucoup du lait en poudre, mais est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un substitut de lait, pas de lait de vache, mais de lait de petits animaux, par exemple, qu'on peut acheter, je ne sais pas, cru, faire bouillir pour enlever les hormones et donner ça à l'enfant? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que ça se ferait? Alors, il y a des laits pour bébés qui sont effectivement éventuellement à base de lait de chèvre, mais je veux dire, je vois pas l'intérêt. Enfin, je veux dire, c'est toujours. Enfin, je vois pas l'intérêt d'avoir ça plutôt que. En fait, la question, c'était parce que souvent dans les laits de vache, c'est des productions intensives, des élevages intensifs. Je vois. Voilà, c'est même pas ça. C'est parce qu'en fait, on est des êtres humains, un être humain, un humain. Au niveau hormones, on correspond peut-être plus à non, je veux dire, il n'y a pas plus de ressemblance entre du lait de chèvre et du lait de femme qu'entre du lait de vache et du lait de femme. D'accord. Ouais. Et de toute façon, enfin, si j'ai bien compris, l'idée c'était se dire, et si j'achète un litre de lait de chèvre aux paysans que je le fais bouillir, par exemple, ça, c'est non, c'est vraiment pas adapté aux besoins du bébé tout petit. D'accord. Parce que c'est trop salé, parce qu'il y a trop de protéines, ça va rejoindre la question sur les protéines, et que tout le tube urinaire, enfin le système urinaire et hépatique, enfin du foie du bébé, est pas capable de supporter ça. Ok. Non, ce serait contre-productif. Ça marche. Et j'ai une deuxième question sur la diversification. Est-ce qu'on peut donner des légumes crus, genre en purée, ou les mixer non, mais ou pas les mixer. Oui, on peut lui donner un bout de carotte cru ça marche. À mâchouiller. Oui, bien sûr. Un bout de céleri, tout ce qu'on veut. Ouais. Faire une purée de légumes crus, par exemple, ou une soupe de légumes crus. Non, mais il n'y a pas besoin de faire en purée il faut... dans ce cas-là. Alors, je dirais, parce que je sens mes deux voisines qui ne sont pas d'accord, on va remettre l'église au milieu du village. Notre Belge du soir, notre neutralité. Non, je dirais qu'il faut avoir du bon sens. On est d'accord qu'on peut effectivement avoir un grignotage occasionnel de crudité pour un bébé, c'est ça la question. Mais néanmoins, on va bien se rendre compte que le tube digestif, mais on le voit nous tous ici, si on est fragilisé ou si on est moins mature, comme peut l'être le bébé, quelque chose de précuit va être moins fibreux, va être plus doux, va être moins récurrent pour son petit intestin. Donc voilà, il faut mettre le curseur au bon endroit sur ces choses-là avec logique. Oui, bonjour. Donc, moi, j'ai 2 enfants et en fait, c'était très intéressant aujourd'hui. Mais il y a un petit point qu'on n'a pas abordé. Je suis un petit peu déçu sur la partie cantine en fait, parce que là, on parle beaucoup de conseils très familial. On est tous tournés vers les bébés et on passe tous du temps vers nos enfants. Et je pense que toutes les personnes qui prennent le temps de venir ici vont aussi prendre le temps de faire à manger. Et donc, ce qui m'intéresserait, moi, c'est comment on peut emmener d'autres gens et aussi comment on peut justement dans ces lieux. Les lieux de l'école, moi je vois ce que mes enfants mangent à la cantine, c'est juste aberrant. On enlève tout le goût et en plus c'est demandé par la loi parce que en fait dès qu'on met du goût, dès qu'il y a un petit peu de risque, du coup c'est pas conforme en fait aux normes sanitaires. Donc je voudrais savoir, voilà, j'aurais bien aimé qu'on aborde cette partie-là parce qu'en fait c'est un repas par jour, 5 jours par semaine, 40 semaines par an de millions d'enfants en France. Et voilà, et tout ça reste toujours assez. On sait qu'il y a des cantines bio qui existent de plus en plus, mais ça reste assez atterrant ce qu'on fait manger à nos enfants quotidiennement, en fait. Et j'ai l'impression que le combat, il est notamment ici. Tu veux commencer? Non? Alors, ce qu'il faut avoir comme chance, c'est d'avoir pu choisir une école où il y a une cuisine intégrée. Avec la carte scolaire, on peut pas. Voilà, donc c'est pas le public, c'est le privé. Si vous habitez pas au bon endroit, non mais bon, c'est pas moi qui fais des cantines, hein. Mais c'est un peu le souci effectivement. Après, c'est de faire du lobbying à votre niveau avec les parents d'élèves, des choses comme ça. Mais c'est vrai que beaucoup de grandes écoles, quand je dis grandes, je parle en nombre d'élèves, ont fait ce choix effectivement de sous-traiter l'alimentation. Et là, effectivement, vous avez une chaîne industrielle
qui va à l'encontre de tout ce qu'on vient de dire et qui effectivement va gâcher cette éducation alimentaire pour un temps, hein, ça n'a qu'un temps, mais quand même qui va y contribuer fortement. Donc effectivement, il n'y a que les cuisines intégrées au sein des établissements qui vont avoir une politique oui, meilleure. encore faut-il qu'ils aient cette intention-là, parce que même si tu as une cuisine intégrée, si tu pars de produits de base qui ne sont pas de bonne qualité, tu vas obtenir au final quelque chose qui n'est pas non plus tellement. Alors, oui, bien sûr, mais si mettons une purée de carottes a été faite dans la matinée, c'est quand même mieux que si elle a été au bain-marie pendant 4 heures à je ne sais pas combien de degrés. Alors, juste pour relativiser, parce que tout le monde ne peut pas mettre ses enfants dans le privé, et on a aussi sur le Facebook Live des gens qui ne vivent pas qu'à Paris. Pour relativiser, le temps de repas, enfin la proportion de repas pris par les enfants en cantine, en restauration scolaire, ça représente 17% de tous les repas. Donc 17%, ça veut dire qu'il en reste 83%, si mes calculs sont bons, qui vont dépendre de vous, de l'environnement familial. Ce qui est assez rassurant quand même, je trouve, de se dire, bon ben, ok, on a moins de 20%, moins d'un repas sur 5, qui en fait est pris à la cantine, parce qu'on a 14 repas par semaine. Si on compte le petit déjeuner, il y en a 21, donc on a en effet 5 repas sur les 21. Ce qui fait que, déjà, ça, il y a les vacances, il y a les jours fériés, il y a les samedis, les dimanches. On ne peut pas abdiquer non plus quand même. Non. Alors non, j'en étais pas abdiquée, j'en étais à rassurer et calmer un peu la tension. Il y a un effort qui est fait normalement, enfin, et qui est une loi, d'introduire 20% minimum, enfin d'ici 2020, il me semble, de mémoire, 20% de produits bio dans l'alimentation de tous les enfants, quel que soit l'endroit où il est scolarisé, donc au moins 20%. Et puis ensuite, il y a des démarches locales, là je parle plus en région, de cantines qui ont fait le choix du tout bio, de la proximité. La proximité aussi, c'est important. Mais la mère, on s'est cuisiné aussi, parce que du bio qui est revenu 4 heures dans de l'eau, c'est pas bon non plus. C'est évident. Non, mais alors... Ou qui est devenu bio parce qu'il a fait 3 fois le tour du monde. Exactement. Non, c'est évident que dans ces cas-là, c'est un petit peu comme ce que vous disiez tout à l'heure, si les gens qui sont là sont ceux qui vont aussi avoir plutôt des bonnes intentions pour accompagner leurs enfants au mieux. Ben, ces établissements scolaires qui font le choix du tout bio ont en général dans leur cantine, dans leur restaurant scolaire, un chef qui lui-même a une vraie passion, une envie de transmettre. Il cherche des ingrédients qui sont inhabituels. Enfin, j'ai en tête plusieurs exemples dans différentes régions de France. Il y a des choses qui se font et il faut mettre en avant ces endroits-là, peut-être prendre des contacts pour ramener une facilité de fonctionnement. Finalement, on a l'impression que c'est impossible, on se cache derrière son petit doigt. Je donne un exemple. On dit que pour des questions d'hygiène et de risque, il ne faut pas utiliser d'œufs avec coquilles en restauration scolaire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut tout à fait utiliser des œufs avec coquilles et casser des œufs, ne pas utiliser des ovoproduits, c'est-à-dire des bidons de blanc séparés du jaune, des bidons d'omelettes déjà battues qu'on va renverser éventuellement ou d'omelettes déjà faites, ou des tubes d'œufs durs qu'on va couper comme ça, qu'on va sectionner comme un saucisson. Voilà, moi, tout ça me fait froid dans le dos, mais on peut complètement, et un chef d'une cuisine qui maîtrise, qui trace les aliments qu'il utilise, qui maîtrise le risque, qui les utilise de manière à préserver la santé des élèves, peut tout à fait utiliser ce type de produit. Donc, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas vous laisser berner par le fait qu'il y a des questions d'hygiène qui empêcheraient d'avoir accès à du bon goût. Oui, non, on n'a pas de solution miracle pour vous, mais je pense qu'effectivement, de faire du lobbying à votre niveau... moi, je propose la cantine qui dit oui, ça serait bien. C'est la cantine qui dit oui, très bien. Oui. Moi, je voudrais juste apporter un petit témoignage, parce que la semaine dernière, j'étais dans la cantine du Staritz, qui est un collège du Pays Basque. Ah. Et voilà. Et eux ont lancé un programme anti-gaspi. En fait, au collège, c'est sidérant les quantités en fait, qu'on peut jeter. Et donc, en fait, ils travaillent avec une société qui s'appelle 1001 repas. Et c'est hyper simple. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé des îlots. Donc, il y a un premier îlot où il y a fromage et dessert. Il y a un deuxième îlot où il y a les entrées. Et il y a un troisième îlot où il y a les plats. Les enfants n'ont pas de plateau. Donc, en fait, ils ont une assiette. Et donc, ils remplissent leur assiette. Et une fois qu'ils ont terminé leur assiette, ils peuvent se resservir.
Ce qui est très différent du plateau où on arrive et on met tout ça dedans et puis voilà. Et puis on laisse la moitié. Et on laisse la moitié. Et voilà, donc là où ils peuvent prendre de tout en quantité illimitée, sauf les desserts et les produits animaux, enfin carnés notamment, qui sont limités. Et donc, en fait, la moyenne dans une cantine, c'est 127 grammes par élève par jour qui est jeté. Ils sont arrivés à 16 grammes. Voilà. Et avec toutes les économies qu'ils ont pu faire, du coup, ils ont acheté une légumière, enfin donc voilà, quelque chose pour, et ils ont acheté, je sais plus, enfin autre chose, et ils se fournissent maintenant en produits locaux. Donc eux, ils sont plus local que bio, parce que voilà, le Pays Basque privilégie plutôt les produits locaux et c'est plutôt assez intelligent. Mais de cette manière-là, ils ont réussi à changer vraiment. Ils ont commencé en septembre, donc on est 5 semaines après. Ils ont réussi à diviser par 8 le gâchis alimentaire. Donc en fait, moi je crois que nos rôles, nous, de parents, c'est de faire effectivement du lobbying, de montrer ces initiatives-là et de dire voilà, ça marche et le prix du repas n'a pas augmenté. Et après, ce que je voudrais dire, c'est que quand même les cuisines intégrées, il y en a dans le public. Enfin, c'est pas les cuisines intégrées dans le privé et tout à fait. Donc c'est pas forcément, c'est une question de volonté de la collectivité. Il est vrai que c'est plus en région parce qu'on a aussi un tissu économique juste à proximité, donc on peut faire travailler effectivement les éleveurs ou les producteurs, mais c'est aussi dans le public, oui. Je vois Estelle qui me fait des grands signes. Alors on va prendre quelques questions. Et puis après, de toute manière, pas de panique. On se retrouve en bas, on boit un verre et on peut continuer de discuter avec nos une dernière invités. question. Puis après, on se retrouve en bas, il y a un verre et vous pourrez poser les questions. Il y avait la question sur les protéines. Allez, on en prend 2, Estelle, d'accord? 2 questions. C'était le lien entre l'excès de protéines et donc la santé pour son enfant, et notamment ce dont on parle pas mal en ce moment, qui est le lien entre protéines et obésité. Oui, effectivement. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles on pense que l'allaitement est préventif de l'obésité, c'est parce que dans le lait maternel, vous avez un taux de protéines beaucoup plus bas que dans le lait de vache. Voilà. Donc, comme on a dit, dans les laits de substitution, on diminue quand même un peu le taux de protéines. Mais effectivement, c'est lié à ça. Oui, en fait, alors oui, c'est cette histoire de lien possible. C'est toujours très compliqué de faire des liens parce qu'un enfant, il ne mange pas que des protéines, donc on ne peut pas isoler. C'est très compliqué d'isoler un aliment et de dire, voilà... D'autant plus que l'enfant, il mange ce qu'il mange, puis après, derrière, il va piquer 3 chips dans l'apéro des parents, et puis 2 frites, et puis... Donc, c'est un peu compliqué de savoir s'il y a un lien direct. Mais en effet, il y a une suspicion de risque d'augmentation, du risque de l'obésité, lorsque le taux de protéines est trop important. Mais au-delà de ça, il faut comprendre que le bébé, c'est pas un petit adulte en réduit. C'est-à-dire qu'il a encore des organes, enfin bien sûr que c'est une évidence, mais il a notamment tout son système urinaire, son système intestinal et son système hépatique concernant le foie, qui sont encore en cours de développement et de maturation. Maturation. Développement. En cours de développement, c'est mieux. Et donc, l'excès de protéines, en fait, une protéine, il faut comprendre son cheminement très rapidement. La protéine, elle ne sait pas être stockée telle qu'elle par le corps. La protéine, c'est une sorte de collier de perles avec des perles de couleurs et de tailles différentes. Embobiné comme ça, ce collier sur lui-même. C'est comme ça qu'on la mange, la protéine. L'estomac a pour rôle de défaire le collier de perles. Et puis ensuite, il y a des petits enzymes qui viennent couper toutes ces perles, qui se servent de ce dont le corps a besoin. Et puis, l'excès de protéines, lorsqu'il y en a trop par rapport à ce dont le corps a besoin, va être pris en charge par le foie, cassé, détruit par le foie, et le déchet de cette destruction va être de l'ion ammonium. Et cet ion ammonium va être dirigé vers l'urine pour être excrété. Donc, le problème du trop de protéines, c'est que, 1, ça mobilise trop le foie, 2, ça mobilise trop le système urinaire. Donc, c'est, d'ailleurs, on le voit bien à cause de tous les régimes hyperprotéinés,
qui sont des régimes amaigrissants qui étaient très à la mode il y a encore pas très longtemps, qui le sont moins, mais qui ont créé une recrudescence de goutte, la goutte étant un excès de protéines, enfin ce fameux résidu, l'acide urique, qui se met dans les articulations et qui est extrêmement douloureux. C'est une maladie de Maupassant, de Balzac, et qui redevient, qui a une recrudescence de goutte parce qu'on mange trop de protéines en France. Et puis, dans trop de viande, il y a trop de sel. Et le sel, c'est pareil pour le système urinaire, pour le système cardiovasculaire, c'est pas bon. Donc, trop de viande, trop de protéines sous forme notamment de viande, c'est ces risques-là qu'on fait prendre au bébé. Ensuite, une dernière question. Donc en synthèse, on n'en a pas besoin et on a du mal à l'éliminer. On en a besoin, si, pour assurer... Non, l'excès. Ah, non, bah oui, on n'a pas besoin d'excès. Non, mais globalement, on n'a jamais besoin d'excès. Oui, merci de m'avoir donné la parole. J'ai une petite question. Moi, j'attends un bébé pour début janvier ou fin décembre, hein, on verra. Je reprends le travail normalement à la mi-mars, un petit peu avant. Et idéalement, j'aimerais allaiter mon enfant le plus longtemps possible, mais j'aimerais aussi reprendre le travail. Et du coup, j'aimerais savoir ce que vous me conseillez pour pouvoir allaiter mon enfant malgré la reprise du travail. Alors, je vais vous dire quelques trucs. Continuez à allaiter votre bébé complètement jusqu'à la reprise. N'essayez pas de l'habituer au biberon. S'il y a quelqu'un qui doit l'habituer au biberon, c'est les personnes qui vont le garder. Et une fois que vous aurez repris le travail, continuez à lui donner le sein chaque fois que vous êtes avec lui. Et éventuellement, vous mettez plus de chances de votre côté que ça marche et que ça dure si vous tirez votre lait dans la journée. Et donc les jours où vous ne travaillez pas, vous n'avez pas besoin de vous donner à nouveau le sein à la demande sans vous occuper. Il n'a pas besoin d'avoir le même rythme quand il sera à la crèche ou chez la nounou et quand il est avec vous. Merci pour cette dernière question. Et vous avez tout un dossier sur allaitement et travail sur le site de la Letschelling, entre autres. Il y a beaucoup de choses sur le site de la Letschelling. Conclusion, Hélène ? Oui. Bon, on va s'arrêter là pour maintenant. On va continuer de discuter en bas. Je voudrais juste que nos intervenants déjà les remercier vraiment. Et puis chacune sort un livre cette semaine. Donc juste en 2 mots, si vous pouvez nous le présenter. Laurence. Et puis après, vous pourrez aussi l'acheter en bas. Enfin voilà, tous ces livres sont disponibles. Alors, je vous dis très très rapidement, mais ça c'est un livre que j'ai fait en collaboration avec 2 chefs, Christophe Saint-Agne et Laura Portelli, qui sont 2 jeunes parents d'un petit bébé de 1 an et qui ont eu envie de faire un livre de recettes qui change des recettes ordinaires. Donc c'est pas un livre de pas à pas de la diversification, c'est vraiment chercher de nouvelles idées, de nouveaux produits, des choses auxquelles on pense pas. Même moi, je me suis dit ah ouais, carrément une purée à base de persil tubéreux, mais c'est quoi le persil tubéreux? Donc je suis allée chercher un peu et je me suis dit qu'on avait en fait une gamme de produits hyper large et qu'on reste, mais c'est pareil pour notre alimentation quotidienne, hein, toujours un petit peu dans une routine sur les mêmes produits qu'on connaît bien. Ben là, l'idée, c'est de vous aider à élargir un petit peu ces possibilités. Alors, oh non, ne pleure pas maintenant. En 2 mots, c'est un livre qui s'adresse aux 5-8 ans. 5 ans avec les parents et 8 ans tout seul. Il y a du petit déjeuner en passant par l'entrée plat jusqu'au dessert. Les souris marmitons ont mis en scène 25 recettes à peu près. Donc mon idée est toujours, quand je conçois ou une série d'ateliers ou un livre, à ce que les enfants puissent s'approprier un répertoire. Et en sortant, s'ils ont préparé quelques recettes avec leurs parents, ils savent faire cuire une entrée, une viande, un poisson papillote, bien évidemment pas mal de légumes et 2-3 choses sucrées, très simplement. Voilà. Merci. Et puis, je voulais quand même juste attirer sur le dictionnaire de l'alimentation, le rouge, voilà, qui est le dictionnaire des 3-10 ans. Donc ça, c'est notre bébé qu'on a fait en 2014. Il y a 120 mots répertoriés justement sur toutes ces questions qu'on s'est posées.
allaitement, cantine, sucre, satiété, enfin voilà, tous ces termes qui nous viennent à l'esprit en questionnement parents, on les avait listés, on avait justement confronté nos approches pour apporter des réponses au maximum. Oui, donc celui-là, c'est mon 7e livre sur l'allaitement, donc j'en ai fait justement un sur allaitement et travail. Et donc, c'est pas du tout un manuel pratique sur comment faire pour allaiter, hein. C'est un abécédaire où j'ai mis un petit peu des choses très variées. C'est vraiment un petit voyage à travers des mots, hein, puisque c'est un petit dictionnaire. Donc ça va de acné à sexe, à tirer son lait, à jumeaux, à féminisme. Enfin, il y a un peu de tout. Donc voilà. C'est un manifeste? Je ne sais pas si c'est un manifeste, non. Ces mots étaient pris totalement au hasard. Ouais. Merci à toutes les trois. Merci à vous de nous avoir accueillis et merci de votre attention. Donc merci à toutes les trois, merci Hélène. Et puis on vous attend en bas. Juste un rappel, le lieu ferme à 20h30. Merci, bonne soirée.